Voilà, merci Yannick de m'avoir invité à présenter ton livre. Je suis très content de pouvoir en discuter avec toi parce qu'il parle des questions qui sont devenues centrales pour moi, et je pense que pour beaucoup de monde aussi. Ce sont des questions qui portent ou qui se présentent autour de ces concepts du transculturel, transculturalisme, donc du problème de l'échange, de la transformation culturelle, et aussi les problèmes de l'horizon, de la possibilité de développer un horizon à l'avenir d'une philosophie mondiale. Et donc j'ai lu les textes avec un grand plaisir, et en les lisant, j'ai trouvé beaucoup de réponses à des questions qui me préoccupent depuis longtemps. Il faut dire aussi que j'ai lu les textes d'une façon très affirmative. Donc, je les disais à chaque mot, je disais oui, je suis très d'accord. Mais les textes, tu les présentes pourtant comme un travail de critique et de déconstruction. Et on peut même dire que c'est une attaque raisonnée, mais assez frontale, à beaucoup de mythes qui déterminent encore notre discours sur l'altérité et la différence culturelle. Et pourtant, je voudrais commencer par suggérer ou par inviter une sorte d'objection après coup rétrospective. Alors qu'en lisant ces livres maintenant, en 2020, je me suis trouvé en tout instant de ton côté, je te suivais de très près. Je me demande un peu quelle aurait été ma réaction si je l'avais lu il y a 5 ans, 6 ans, alors que je n'ai commencé qu'à m'intéresser à Taïwan ou à la Chine. Et là, je pense que la résistance ou la méfiance que j'aurais éprouvée à ce moment-là, et justement c'est là contre quoi ton livre s'écrit. C'est contre, il faut l'entendre peut-être aussi comme un genre de corps à corps. C'est un contact direct. C'est entre deux approches très différentes, mais qui portent sur une même question. Celle de l'échange culturel, de la transformation culturelle. Et donc je pense que c'est juste de ne pas oublier cette perspective ou cette méfiance que peut-être certains parmi vous partagent. Cette résistance, elle m'interroge beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc pour l'instant, je vais juste commencer par te poser 5 questions qui, j'espère, permettront de mettre en relief les motivations et les contributions de ton texte d'un côté, et peut-être aussi d'entamer un débat après avec les gens dans la salle. Donc voilà, je passe directement à parler de certains enjeux du texte. Donc comme le titre l'annonce, le livre porte sur 3 concepts. C'est l'orientalisme, l'occidentalisme et l'universalisme. Donc d'abord la catégorie d'orientalisme, elle est très bien connue dans les milieux académiques, depuis qu'elle a été introduite dans les années 70 par Edward Said. Donc l'orientalisme, ça se définit comme un type de discours qui part d'une série de catégories plus ou moins imaginaires, et qui à partir de ces catégories-là détermine une essence ou une vérité immuable de son objet, c'est-à-dire de l'Orient. Cet objet, cet Orient, ça peut être le Moyen-Orient, ça peut être la Chine, l'Asie en général, etc. Donc par exemple, un discours orientaliste typique va attribuer à la Chine des traits tels que, par exemple, il dira la Chine, elle est du côté de l'ancien, du passé, de la tradition, de la spiritualité, du féodalisme, du pacifisme, de l'écologisme, du calme, de l'intuition, de la soumission, etc. Elle va attribuer à la Chine ces traits-là, et ensuite il va expliquer ce discours orientaliste, que la Chine possède ces caractéristiques du fait même de son essence. Car ce ne seraient pas des traits contingents, mais des dimensions consubstantielles au concept et à la réalité de ce qu'on appelle la Chine. Voilà. Et de son côté, l'occidentalisme fait un peu la même chose, mais avec l'Occident.
par rapport à l'Occident. Et donc à l'Occident, il attribue des valeurs qui sont typiquement opposées à ceux que je viens de citer. Donc l'Occident serait du côté de la nouveauté, du présent, de la modernité, du matérialisme, de l'industrialisme, militarisme, de la pollution, de l'activité, de la raison, de la rationalité, de la liberté, de l'émancipation, etc. Ensuite, tu nous montres comment ces deux phénomènes, ces deux types de discours, l'orientalisme et l'occidentalisme, se donnent à leur tour dans des versions aussi bien négatives que positives. Là, c'est un point, je pense, assez important à remarquer. Donc, par exemple, on peut évoquer les caractères traditionnels de la Chine pour dénoncer son retard historique, son manque d'aperture politique, etc. Ça serait une version négative de l'orientalisme. Mais on peut aussi évoquer cette tradition chinoise pour montrer comment la Chine posséderait encore quelque chose que l'Occident peut-être aurait perdu, des valeurs morales plus profondes, un rapport plus naturel et immédiat au cosmos, à la nature, etc. Et ça serait un peu la version positive de l'orientalisme. Et on retrouve la même chose par rapport à l'occidentalisme. Et finalement, ces deux concepts-là que tu présentes, que tu analyses, sont aussi problématisés à la lumière d'un troisième concept, qui est celui d'universalisme. Et l'universel, c'est ce qui est censé être les communs, ce qui est partagé par toutes les cultures, irréductible à la différence culturelle. C'est un concept qui porte lui-même souvent des valeurs assez contradictoires, car si d'un côté on peut comprendre l'universel du point de vue d'un esprit, on peut le comprendre dans un esprit émancipateur, comme celui des Lumières, par exemple. Dans les entreprises coloniales, on trouve que la violence à l'égard de l'autre, souvent, a été justifiée au nom de la vérité historique universelle, dont la puissance coloniale, l'Occident, serait porteur. Donc la première question que je voulais te poser, c'est t'inviter à en parler, c'est voilà, de reprendre un peu ces trois notions, de nous expliquer pourquoi tu en as fait les fils conducteurs de ton livre, et de nous présenter un peu la logique que tu analyses tout au long du texte, logique de la division binaire que je viens d'évoquer, en parlant de la Chine traditionnelle et spirituelle contre l'Occident moderne et matérialiste. Voilà. Comment ces questions-là se configurent là. Donc bonjour tout le monde, merci d'être venu même avec la pluie. Ravi de vous voir si nombreux. Donc merci Hector d'avoir accepté de lire le livre et de préparer aussi précisément des questions. Question qui ne m'a pas communiqué avant, donc je dois improviser. Okay, ça rajoute la dimension un peu plus interactive de l'exposé. Je n'ai pas préparé mes réponses. Donc je dois les inventer, essayer de trouver des réponses en même temps que je vous parle. Donc oui, donc merci pour cette première présentation. Donc c'est vrai que le livre, déjà, peut-être je dois dire que en fait ce livre c'est à la base un certain nombre d'articles qui ont été écrits ces 5 dernières années, qui ont été repris, transformés, réécrits. Donc certains ils étaient faits en français, d'autres en chinois, d'autres en anglais. Donc ils ont été retraduits d'une certaine manière, aussi remaniés, réharmonisés, parce qu'évidemment des fois on dit deux fois la même chose dans l'article. Il faut, dans un livre, il faut harmoniser, il faut enlever. Et certains étaient totalement réécrits, l'introduction et la conclusion aussi. Et donc l'idée ensuite c'est d'articuler différentes étapes, différents moments d'une recherche à travers des concepts qui sont des concepts assez généraux. Donc ici, le but du livre, c'est, je dirais, de faire une critique des représentations usuelles sur le monde chinois. C'est-à-dire qu'on a des représentations par rapport à ce que ça va être, ce qu'on appelle l'Occident et ce qu'on ça va être l'Orient. On a certaines idées, a priori, de ces deux entités. Et donc l'idée du livre,
c'est de déconstruire cela de façon historique. C'est-à-dire, l'idée du livre, c'est de montrer comment, à différents moments de l'histoire, il y a eu différentes perceptions de ce qu'est la Chine du point de vue européen et de ce qu'est l'Europe du point de vue chinois. C'est ça quand même l'idée, c'est faire cette progression historique et de montrer comment, dans l'évolution historique des concepts, des représentations, donc c'est-à-dire des images de l'autre, comment est-ce que dans cette historique-là, il y a quelque chose qui s'est constitué au fur et à mesure, qui s'est accumulé au fur et à mesure, des regards qui s'accumulent, et à la fin, cette accumulation, ben, ça produit un a priori. C'est-à-dire que l'accumulation des images, à la fin, ça produit un a priori, c'est-à-dire on va avoir l'habitude de penser que c'est comme ça, mais on ne sait même pas pourquoi, ça paraît spontané, mais en fait derrière il y a toute une histoire. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est derrière ce qui paraît une formulation spontanée, naturelle, intuitive presque, de ce que c'est que le monde chinois du point de vue européen, ou le monde européen du point de vue chinois, derrière ça il y a toute une tradition, toute une accumulation de discours, et l'accumulation de ces discours, à la fin, ça peut créer un a priori. Et donc c'est ça, l'idée. Donc c'est vraiment une analyse, en fait, je dirais, des représentations au niveau textuel, c'est-à-dire des discours. Ça veut dire quoi, en fait, ici, la notion de discours, c'est un peu la notion de discours de Foucault. La notion de discours, ça veut dire avant même qu'on parle d'un sujet, ça existe déjà tout un discours sur ce sujet. C'est-à-dire avant même que personnellement, nous, on dise quelque chose à propos de cette chose-là, il y a déjà tout un ensemble de choses qui ont été dites. Et en fait, souvent, on réexprime, on réarticule des choses qui ont été dites sans connaître la profondeur historique et sans connaître aussi peut-être le fait qu'il y a eu des variations. Hein. Donc l'idée du livre, c'est l'histoire et aussi la variabilité. Il n'y a pas une unicité du regard, il y a eu plusieurs regards différents. Et donc, par rapport à cette variété des discours, l'idée c'est de trouver des concepts un peu généraux qui permettent de catégoriser, qui permettent de regrouper ces discours dans des schémas, des logiques discursives, des logiques de discours à travers lesquelles on va définir ce qu'on appelle l'autre, ce qu'on suppose être l'autre. Hein, puisque déjà, le fait même qu'il y ait un autre, c'est déjà une construction. Parce que parler de l'autre, ça suppose on sait déjà ce qu'on est soi-même. Donc c'est une double construction. Donc ça, je reviendrai après sur ça. Donc orientalisme, comme Hector, tu l'as bien dit, donc c'est le concept d'Edward Said. Donc Edward Said, il a écrit ce livre, l'orientalisme, c'est le titre du livre. Et c'est un livre qui, au départ, quand il a écrit, on peut dire que c'est le premier livre post-colonial, dans la mesure où c'est un livre qui va critiquer, mettre à jour la manière dont le discours des Européens sur le Proche-Orient, sur le monde arabe, hein, c'est ce qui intéressait Edward Said en tant que Palestinien, donc le discours européen sur le monde arabe, dans quelle mesure il était réducteur, dans quelle mesure il était trompeur, dans quelle mesure il était aussi négatif. Hein. Donc c'est-à-dire que Hector a parlé d'orientalisme négatif à orientalisme positif. Normalement, le terme orientalisme signifie un regard négatif. Hein. Orientalisme, ça veut dire que, du point de vue européen, on va avoir un regard négatif sur l'autre oriental. Et donc, l'idée de Edward Said, dans son livre, c'était de critiquer ça. Et cette critique, donc cette critique du discours orientaliste sur le monde arabe, Edward Said, il le faisait dans l'idée que, en fait, cette construction, elle était liée à un objectif politique qui est la colonisation du monde arabe. Donc, du point de vue d'Edward Said, le discours sur le monde arabe et la colonisation de ce monde sont ce sont deux choses qui se complètent en fait et qui s'influencent mutuellement. Donc ça, c'est ça la notion d'orientalisme. Quelles sont d'une certaine manière, oui, des fausses représentations. En fait, un des aspects du livre, c'est à la fois d'utiliser le concept d'orientalisme, d'Edward Said, mais en même temps, c'est ça, un tout petit peu, de critiquer l'usage qu'on fait du concept d'orientalisme pour analyser le regard sur le monde chinois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire en fait que la manière dont Said a défini le concept d'orientalisme, il a défini ce concept comme étant un regard négatif sur l'autre du monde arabe, okay, sur l'autre
on va dire, musulmans, arabo-musulmans, du point de vue de l'orientalisme de Saïd. Okay, et donc, ce que j'essaye de montrer au départ, aussi, au tout début, c'est comment, quand l'autre, c'est pas le monde arabo-musulman, mais le monde chinois, c'est toute la stratégie, toute la stratégie discursive est en fait complètement différente. C'est-à-dire que ce regard négatif, pour être très très précis, enfin plus simple, je veux dire, Edward Said, il montre comment au XIXe siècle, les Européens ont un regard majoritairement négatif sur le monde arabe. Or, définir l'orientalisme comme simplement négatif, ça ne marche pas pour le monde chinois, parce que si on regarde le regard européen sur le monde chinois, XVIIe siècle, XVIIIe, il est extrêmement positif. Il peut y avoir des moments un peu plus négatifs, hein, mais XVIIe et XVIIIe, et même encore à certains moments au XIXe, le regard européen sur la Chine n'a pas toujours été un regard négatif, comme on pourrait le croire si on utilise le concept d'orientalisme de façon un peu trop naïve quand on analyse le monde chinois. Donc c'est à la fois utiliser le mot orientalisme, mais en même temps dire attention, cette manière-là de regarder les discours, ça marche, ça peut marcher peut-être dans le cas du rapport Europe-monde arabe, monde arabo-musulman, mais ça ne marche pas vraiment dans le cas du monde chinois. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce que le regard européen sur la Chine a été très longtemps et très souvent positif, extrêmement positif et même très idéalisateur. Hein, donc ce regard idéalisateur sur la Chine, c'est dans le cadre du livre ce que j'appelle l'orientalisme positif. Donc c'est-à-dire qu'il y a un orientalisme négatif. Orientalisme négatif, ça veut dire le regard sur l'autre est négatif, un préjugé négatif. Et orientalisme positif, c'est-à-dire on va idéaliser l'autre. Et en fait, il y a les deux tendances. Et par rapport au regard européen sur la Chine, il y a toujours eu les deux tendances. C'est-à-dire à la fois, bon, parfois il peut y avoir l'idée de, d'accord, donc du point de vue européen et surtout, on va dire au début du XIXe siècle et surtout, on y reviendra peut-être chez les philosophes allemands du début du XIXe siècle, il y a eu ce regard très très négatif sur le monde chinois, la culture chinoise et la philosophie chinoise, très très négatif. Si on lit Hegel, c'est très très négatif. Mais il faut savoir qu'avant, après, ou dans d'autres pays, le regard a été quand même très largement positif. Et donc il s'agissait aussi d'expliquer autant, donc c'est ça, hein, je pense le petit truc du livre, c'est il ne s'agit pas simplement de déconstruire le regard négatif, mais aussi le regard positif. Parce que souvent on veut critiquer le regard négatif, mais j'essaye aussi de critiquer le regard positif. J'essaie de montrer que les deux, que ce regard positif et ce regard négatif, dans les deux cas, ça repose sur une forme d'a priori, ça repose sur des préconceptions, sur des représentations, et c'est dans les deux cas des simplifications. C'est-à-dire l'idéalisation ou au contraire la diabolisation, c'est en fond de forme de simplification. C'est ça l'idée, cette idée orientalisme positif ou orientalisme négatif. Hein. Donc déconstruire ça, ça veut dire déconstruire le regard simplificateur, que ce soit en bien ou en mal, hein, homogénéisant, en bien ou en mal, sur ce qu'on appelle l'autre chinois. Ça, c'est l'idée, c'est comme ça que j'utilise le concept d'orientalisme. Et pour le concept d'occidentalisme, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'idée d'occidentalisme, c'est comment est-ce que, dans le monde chinois, on a vu l'Europe. Et là aussi, on trouve ces deux choses. C'est-à-dire, donc, des fois, un occidentalisme négatif, en disant, donc voilà, les Européens, les Européens, c'est tous des individualistes, les Européens, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas de spiritualité, c'est tous des matérialistes, des individualistes. Il y a eu ce regard parfois très négatif, mais aussi parfois un regard positif, disant, ben oui, ils ont découvert des choses que nous on ne connaît pas, qu'on peut apprendre, et donc il y a eu ces deux regards aussi en Chine sur l'Europe. Hein, donc d'un côté, l'autre Européen comme un barbare, okay, mais aussi comme un barbare dont on peut apprendre des choses. Donc il y a eu cette dialectique entre ces deux regards. Et donc voilà, donc enfin pour le concept d'universalisme, après je finis. Et pour les questions, en fait, c'est après, je pense. Ouais. Si vous incluez le Japon dans leur synthèse. Je ne parle pas du Japon du tout dans le livre, mais donc merci pour la question. Bon, pourquoi pas faire la question maintenant. En fait, le concept d'occidentalisme, c'est un concept qui a été inventé, on peut dire inventé par Buruma,
Et lui, c'est comme un spécialiste du Japon. Et en effet, lui, il étudie les représentations japonaises de l'Europe au début du XXe siècle. Hein. Et ensuite, il généralise le concept d'occidentalisme aussi. Alors, mon roman, il parle un tout petit peu du monde chinois, mais c'est pas son principal. Il parle de différents types d'occidentalisme. Et un des aspects le plus intéressants du livre, enfin pour moi, c'est que j'essaie un peu de creuser, c'est qu'en fait, il montre que l'origine de l'occidentalisme, en fait, c'est l'Allemagne. En fait, ce qui paraît un peu bizarre parce qu'on a tendance à inclure l'Allemagne dans l'Occident, mais en fait, le fait de regarder l'Occident de l'extérieur, c'est en fait une idée du romantisme allemand. C'est-à-dire que nous, en fait, l'Occident, de ce point de vue-là, au début, fin 18e, début 19e, l'occidental, c'est le français du point de vue allemand. Nous, on n'est pas vraiment des occidentaux, on est autre chose. Hein. C'est eux qui sont les représentants de l'Occident, c'est-à-dire de la pensée européenne comme purement logique, abstraite, faussement universalisante, etc. Et en réalité colonialiste. Donc en fait, c'est évidemment, dans le cas du Japon, évidemment, c'est pas, c'est pas le pays dont l'ère culturelle dont je parle, mais le concept d'occidentalisme, il peut s'appliquer bien sûr et d'ailleurs pour les mêmes raisons que pour la Chine, c'est-à-dire le rapport dialectique au monde européen, à la fois comme porteur d'une nouvelle technique, mais en même temps comme porteur d'une nouvelle menace aussi. C'est-à-dire la technique, mais en même temps la menace. Donc ça, c'est quelque chose qui est en rapport avec les deux. Oui, oui, je disais pour universalisme. Oui, alors en fait, par rapport à la notion d'universalisme, c'est plus un horizon du livre que vraiment quelque chose que je développe. Et en fait, l'idée, en fait, c'est, je parle moins d'universalisme qu'en fait, l'idée, c'est, dans le début à la fin du livre, il y a la notion d'universalisable. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est universalisable dans une culture? C'est-à-dire qu'en fait, on va dire toute la difficulté en fait du rapport entre Chine et Europe, c'est que pendant longtemps, chacune des deux civilisations a prétendu être la civilisation. Hein, du point de vue grec, nous on est les Grecs et tous les autres c'est les barbares. Hein, du point de vue chinois, nous on est chinois et tous les autres, donc nous on est les civilisés. Hein, nous on a l'écriture, nous on est les civilisés et les autres c'est les barbares. Donc évidemment, quand on se définit soi-même comme étant la civilisation, il ne peut pas y avoir deux civilisations qui sont la civilisation. Hein. C'est là qu'il y a le problème du choc, hein, le problème de la rencontre. Hein. Laquelle des deux est la civilisation? Donc si on pose le problème comme ça, il n'y a pas de solution, c'est le conflit. Hein. Je veux dire, si chacun prétend être la civilisation, il peut en avoir qu'une. Donc ici, le problème c'est de se dire qu'il n'y a pas un universel, il n'y a pas une culture qui en elle-même incarnerait l'universel, mais il peut y avoir au sein de différentes cultures des éléments qui sont universalisables. C'est ça en fait la manière dont j'essaye de sortir en fait du piège de cette opposition culturelle, civilisationnelle, qui évidemment, si elle est poursuivie jusqu'à son terme, a ensuite une dimension, on va dire, violente et conflictuelle. Par rapport à, tout à l'heure, tu as fait mention à une partie des analyses que tu fais par rapport aux représentations philosophiques de la philosophie européenne, que la philosophie européenne se fait de la Chine. Tu as déjà fait mention de ces moments d'orientalisme positif, qui est celui du XVIIe et XVIIIe siècle, avec Leibniz par exemple, hein, quelqu'un qui avait une grande idée de la Chine. Et ensuite, tu as aussi parlé du XIXe siècle, hein, l'époque romantique, l'idéalisme allemand, là où se développe justement une représentation très négative, voire même sinophobe de la Chine. Et il y a un troisième point dans cette analyse qui est plus contemporaine, et je pense que ça serait intéressant si tu peux nous en parler. Tu parles notamment de la façon dont la philosophie contemporaine de la différence, notamment celle de Deleuze, se représente à la Chine.
Et tu montres comment, même dans cette pensée contemporaine, il existe encore la persistance d'une approche orientaliste une persistance très forte. Et alors que, justement, cet orientalisme devrait être en conflit avec les motifs d'une pensée de la différence non essentialiste. Une pensée qui essaie de s'en sortir des pièges de la différence avant. Voilà. On parle par exemple de la critique de l'eurocentrisme, qui est un terme qui revient très souvent dans la philosophie européenne contemporaine, et qui pourtant n'empêche pas cette philosophie de reproduire tous les préjugés orientalistes. Et là, je pense que c'est aussi important parce que dans ta méthode, la façon dont tu analyses ce problème-là, tu t'inspires aussi de Deleuze. Donc là, est-ce que tu peux nous en parler un peu, je pense? Ok, alors bon, là c'est peut-être un peu plus technique peut-être, alors je vais essayer de faire simple. Donc juste tout à l'heure tu parlais de Leibniz, juste pour vous donner une idée de ce que ça veut dire orientalisme positif, donc voilà, juste ça par exemple. Plusieurs philosophes ont été donc, on peut considérer comme sinophiles, comme par exemple Voltaire. Donc là par exemple je lis, par exemple là, chapitre 95, donc la citation, Voltaire dit par exemple, la Chine c'est une nation qui était toute policée quand nous n'étions que des sauvages. Hein, donc c'est-à-dire que la Chine était déjà très civilisée, alors que nous on était encore, nous les Européens, on était encore des sauvages, même pas des barbares, des sauvages dans la forêt, en train de grappiller des fruits, alors qu'ils avaient déjà une culture, une civilisation, et ce n'était pas notre cas. Donc Leibniz dit la Chine est un grand empire qui ne cède point en étendue à l'Europe cultivée, mais et qui la surpasse par le nombre des habitants et en bonne police. En bonne police, ça veut dire à l'époque, c'est pas disons ça, hein, police, ça veut dire du point de vue des mœurs, du point de vue de la morale. Donc du point de vue, il y a un Européen qui peut parler de la Chine du XVIIIe siècle en disant qu'elle peut être supérieure à l'Europe. Et donc ça, vous voyez, ce type de discours, ça va contre l'idée peut-être qu'on a que forcément tout Européen